le nouveau national-populisme, je sais pas comment on peut le définir, et d'essayer de s'intéresser un peu à la définition française de cette espèce de ces nouvelles formes qu'on voit émerger en Europe, et quelle est son originalité. C'est pas exactement, on voit des mouvements populistes apparaître, c'est celui de Wilders aux Pays-Bas, qui est un mouvement que Marine Le Pen a essayé de capter d'une certaine manière en France à un moment donné. Elle hésite, toi tu la suis plus, donc je pense que tu as plus vu ces slaloms sur ces thèses-là, et c'est-à-dire de ce qu'on appelle nous l'égoïsme sécuritaire, et qui consiste, quand elle prend la défense, où certains de ses militants prennent la défense des femmes, des gays ou des juifs qui habitent dans des quartiers d'immigration musulmane. Donc ça a été un des chemins. Est-ce qu'elle va le reprendre? Est-ce qu'elle l'a pris d'une certaine manière? Elle y revient de temps en temps sur la question des femmes en tout cas. Elle ne ressemble pas par contre à un autre phénomène qui est le nationalisme des riches, on va dire, qui est dans... parce qu'elle représente des populations pauvres. C'est pas, par exemple, De Wever aux Pays-Bas qui représente une extrémisation des riches. D'ailleurs, on parlait des gens en surpoids. Les meetings de Wever sont des gens qui... alors lui, il a perdu 120 kilos avec son régime extra, là. C'est parce que... en fait, il s'aligne sur des critères physiques qui sont des critères des riches, des gagnants, etc. Marine Le Pen, son public, c'est pas les gagnants, à tout point de vue, y compris, effectivement, tu le disais, mais c'est très vrai, dans leur... il y a une mairie Front National, qu'on oublie trop souvent maintenant, elle est bompardiste, à Chauffaille, en Saône-et-Loire, qui est une des mairies qu'ils ont pris en 2001. Ce sont des... Ça respire, si vous voulez, quand vous rencontrez... il y a beaucoup de militants frontistes, beaucoup de militants... C'est hardcore, quoi, sociologiquement. Vous voyez, c'est des gens, parfois ils bouffent des paquets de chips en guise de repas, etc. Enfin, vous avez vraiment c'est assez lourd. Donc il faut essayer d'entrevoir, non pas le Front National, et c'est pour ça que c'est me semble intéressant, sous cet angle diabolisé, mais d'essayer de voir où il va, et sur le terreau de quelle représentation collective, de quelle idéologie dominante, il parvient à prospérer. Et d'essayer de le décortiquer, y compris sur le plan de la géographie, on en parlait un petit peu au début, de la géographie sociale, de manière à ce que, puisqu'on est dans une section de parti politique, autant dire les choses, la stratégie de la gauche face au Front National a été catastrophique jusqu'ici. Aujourd'hui, nous vivons une période où la gauche est au pouvoir dans une absence totale de stratégie, c'est-à-dire de politique, de tactique au jour le jour, qui consiste à essayer de jouer de chance chaque jour sur l'implosion du parti de droite, sur le dérapage du papa de la présidente de l'extrême droite, ou sur des choses comme ça. Cette stratégie-là, elle n'ira pas loin longtemps. Il est urgent de s'interroger sur qui, aujourd'hui, forme sociologiquement la droitisation, et comment on peut déconstruire ce phénomène-là, qui risque bien, non pas d'amener Adolf Hitler au pouvoir en France en 2017, mais tout simplement de faire sortir la social-démocratie de l'histoire. Moi j'aurais une première remarque et une première question, après vous avoir écouté tous. Pendant la campagne présidentielle de 2012, il me semble qu'il y a eu à gauche en tout cas un certain flottement, aussi bien au Parti Socialiste que du côté de chez Mélenchon notamment, face à Marine Le Pen. On ne savait pas trop quel discours tenir face à Marine Le Pen, face au Front National de Marine Le Pen, et puis face aussi à ses progrès dans les sondages, et puis ensuite face au résultat final. J'ai l'impression qu'on a beaucoup louvoyé, on pensait... la ligne qu'il a emportée, j'ai l'impression, a été au fond Marine Le Pen, c'est comme son père. Donc on va lutter contre Marine Le Pen de la même façon qu'on luttait contre son père. Grosso modo, c'est ce qu'a fait Mélenchon. Et Mélenchon s'est planté. Et alors, donc en gros, la question que je me pose, et je vous pose à tous, et la biographie que Philippe Cohen et Pierre Péan ont écrite est vraiment très intéressante de ce point de vue-là, c'est que Jean-Marie Le Pen lui-même a beaucoup slalomé dans ses
dans ses adhésions idéologiques, etc. Et est-ce qu'avec Marine Le Pen, on n'arrive pas là aussi à une nouvelle étape? Est-ce que ça ne nous emmène pas vers des choses assez nouvelles? Et moi je me souviens, pendant la campagne, la grande question, et moi je me la posais, c'était au fond, quand elle parle de République, de laïcité, etc., est-ce qu'elle est sincère, même si personnellement je ne veux pas de la République de Marine Le Pen, la laïcité de Marine Le Pen, etc., mais est-ce qu'elle est sincère, et dans ce cas-là on est obligé de s'adapter, ou est-ce qu'au fond c'est purement opportuniste, tactique de sa part, parce qu'elle a compris que ça allait marcher, et donc au fond, sur le fond rien n'a changé, mais on relouque le Front National. Ça a été l'une des grandes questions de la présidentielle, il me semble. Et on n'y a pas répondu. Hein. Un mot, je dirais, je pense que il y a un des plus gros chapitres de livre est consacré au rapport compliqué en réalité entre Jean-Marie Le Pen et sa fille, Marine. Donc, il ne faut pas du tout imaginer que Jean-Marie Le Pen a propulsé sa fille en quelque sorte. Hein. C'est même l'inverse, c'est-à-dire qu'elle s'est imposée presque malgré lui. Et je dirais même qu'elle est née politiquement presque contre lui. C'est-à-dire que pour exister politiquement, il a fallu qu'elle le fasse dans un acte d'abord de bouderie, je ne sais pas si vous vous rappelez, ça a duré 3 mois, elle s'est cassée en disant qu'elle ne supportait plus les dérapages de son antisémite de son père. Et c'est là que, pour moi, c'est là que Marine Le Pen naît comme femme politique, parce que justement, elle lui tient tête, et en apparence en tout cas, et elle n'est plus simplement une fille Le Pen. On affirme, et à ce moment-là, la presse se lance d'ailleurs dans un storytelling absolument presque en opposition totale à la diabolisation. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vous rappelez, toute cette période de 2010-2011, il y a des tonnes de portraits très sucrés de Marine Le Pen, parce que justement, elle se lance dans des déclarations contre la barbarie de la Shoah, elle manifeste des points de rupture très importants vis-à-vis de son père, et pendant ce temps-là, vous avez une partie de la gauche, peut-être pas la gauche la plus intelligente, qui affiche mais Marine Le Pen et Jean-Marie Le Pen, c'est la même chose, on veut rien voir, on veut rien entendre. Et puis vous avez une autre partie de la gauche, ou en tout cas des médias, qui prennent pour argent comptant tout ce storytelling qu'on nous raconte sur cette petite fille qui a subi, c'est vrai qu'elle a subi l'attentat, tous ces traumatismes de l'enfance, la difficulté réelle d'être une fille Le Pen quand vous êtes à l'école, au collège, la manière dont vous êtes attaqué, etc. Tout ça, ça existe. Et donc on a construit autour d'elle un storytelling. Alors après vous me dites, est-ce qu'elle est sincère, pas sincère? Moi je ne la vois pas, je ne pense pas qu'il faille poser les problèmes comme ça. Je pense que les hommes politiques sont ce qu'ils disent, hein, et ce qu'ils font. Et donc en ce qui concerne Marine Le Pen, il me semble évident qu'elle suit ce que Nicolas a très bien analysé, c'est-à-dire elle suit une demande politique. Elle n'a pas d'idée d'offre. En réalité, d'ailleurs, elle est très peu cultivée. Et bon, il y a une phrase terrible dans notre livre où, si vous voulez, elle rencontre un grand intellectuel très à droite, mais plutôt républicain à la base, et qui va vers le Front National, mais qui n'y est pas encore. Et elle lui dit, écoute, il faut que je ne suis pas à la hauteur. Ça, c'était en 2010. Hein. Je ne suis pas à la hauteur de mon rôle, je n'ai aucune culture politique. Fais-moi une liste de tous les livres que je dois lire. Donc, il se trouve que j'ai pu me procurer cette liste, c'était pas par une erreur d'adressage, et donc, d'ailleurs, c'était une liste absolument monstrueuse. Moi-même, personnellement, je ne suis pas très cultivé, mais enfin, je n'avais pas lu même pas 20% de ces livres, et c'était une liste écrasante. Et donc, il y avait des dizaines de pages, des dizaines d'auteurs, il y en avait pour 10 ans, si vous voulez, avant de faire quelque chose. Et donc, elle va chez lui, dans le 6e arrondissement à Paris, elle s'allonge sur le sofa, elle se met à pleurer, et elle dit « Je n'y arriverai jamais, c'est la faute de mon père », c'est rapporté dans le livre, il n'a rien fait pour que nous aimions les livres, parce qu'on était des filles. Voilà. Bon. C'est ça aussi,
l'intérêt, si vous voulez, d'une biographie, c'est de voir, sans vouloir faire de la psychologie, mais c'est pas que de la, c'est pas, vous voyez, c'est pas que de la psychologie. Donc Marine Le Pen n'est pas Jean-Marie Le Pen. C'est pas pour rien qu'elle se choisit à ses côtés un énarque qui lui vient de la gauche, même de la gauche chevènementiste, et qui est une véritable machine intellectuelle très rapide. Et c'est pas pour rien qu'elle est. Bon, moi j'avais, si vous voulez, toutes ces 5 dernières années, j'ai vu régulièrement Marine Le Pen dans le cadre du travail que je faisais, aussi parce que je suivais le Front National, dans le cadre de Marianne. Et au bout d'un certain temps, elle a arrêté de venir toute seule. Elle m'imposait toujours la présence de Philippot, comme si elle avait peur des gaffes qu'elle-même pouvait commettre, de ses pulsions et de ses impulsions, etc. etc. Donc voilà, je dirais que, du coup, alors dans les deux attitudes, c'est-à-dire soit le storytelling, soit le fait de dire la fille et le père, c'est pareil, les opposants, la gauche, les médias manquent les énormes contradictions du discours de Marine Le Pen. Par exemple, personne ne l'a attaquée, ou très peu, elle est très peu attaquée sur cette histoire de remise en question de l'avortement. Mais l'avortement, quand on regarde sociologiquement qui bénéficie de l'avortement en France, c'est des gens des classes populaires. C'est son électorat. Personne ne le dit. Vous voyez ce que je veux dire? Quand elle parle de laïcité, bon, ben là aussi, c'est une... enfin, quand elle parle plutôt sur la citoyenneté, elle le fait sur une base ethnique qui est totalement en contradiction, parfois, avec son discours soi-disant républicain. Et très souvent, je trouve qu'il y a beaucoup de... si vous voulez, sans parler de son discours économique, parce que quand il est démonté, je trouve qu'il est mal démonté. C'est un discours de rupture, et puis c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a eu des difficultés de la gauche par rapport à ça. C'est que c'était clairement un discours qui était très anti-maastrichtien, anti-libre-échangiste, et un discours de rupture. Et finalement, on avait l'impression dans cette campagne, et ça je trouve que c'est l'erreur la plus tragique de Mélenchon, c'est que dans la mesure où Marine Le Pen menait une campagne contre l'euro, voilà, rappelez-vous de ce que je disais sur les thèmes de la diabolisation. Du coup, Mélenchon lui-même s'est interdit de parler de l'euro de peur d'être en convergence avec elle. C'est en résumé la tragédie de la gauche depuis 30 ans par rapport au Front National. C'est-à-dire on lui abandonne un thème au lieu de l'affronter en disant mais vous voulez la rupture de l'euro, mais au fond comment vous allez la gérer, comment vous allez la faire, qu'est-ce qui va se passer exactement, et soi-même d'ailleurs d'avoir, ce qui implique soi-même préalablement, ce qui n'est pas facile, je le reconnais, d'avoir été capable de répondre. Excusez-moi, je suis trop long. Juste une précision, parce que j'ai parlé de Marine Le Pen pendant la campagne, mais au fond, derrière, c'est aussi les gens qui l'entourent. Je veux dire, quand j'ai dit qu'est-ce que Marine Le Pen a en tête, quelles sont ses différences par rapport à son père, c'est aussi qu'est-ce qu'il y a dans la tête des gens qui l'entourent, Philippot, Alliot et compagnie, Couteau et compagnie. C'est ça, est-ce que de ce point de vue-là, ces gens-là importent au Front National quelque chose qui était jusqu'à présent relativement extérieur au FN pour faire autre chose, dangereux d'une autre façon, ou est-ce que ces gens-là sont eux-mêmes complètement en porte-à-faux par rapport aux cadres plus anciens du FN, aux militants du FN, etc. C'est là où... Est-ce que le Front National d'aujourd'hui est une machine qui avance et qui a sa ligne et qui sait où elle va, ou est-ce qu'en réalité, à l'intérieur du Front National, ça part dans tous les sens parce que la greffe, entre guillemets, républicaine que Marine Le Pen a tentée, voilà, ne fonctionne pas, quoi, à l'intérieur du FN. Si je peux me permettre, là il faut voir le caractère, comme on dit, philippo-dépendant de Marine Le Pen. Effectivement, la rassure, parce qu'un énarque, ça vous fait des notes de politique monétaire, comme un normalien, ça vous fait un superbe résumé de livre. C'est intrinsèque. Mais cette philippo-dépendance, elle s'est quand même notée d'une manière très forte entre janvier et mars 2012. C'est un tassement extrêmement violent dans les sondages.
c'est tous les gens qui suivent la campagne, bon, je me rappelle, hein, au meeting, les gens qui suivaient le parti, comme les militants qu'on connaissait, on se disait, on s'emmerde, mais qu'est-ce qu'on s'emmerde? C'est la campagne la plus pourrie de l'extrême droite depuis 40 ans. Moi je disais, pas de bol, c'était